Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui il y a un fait un peu exceptionnel puisqu'on a déplacé le studio et on est dans l'atelier de JP parce que c'est justement le thème de la capsule. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ton atelier. C'est vrai qu'on avait, ça fait un petit moment qu'on avait l'idée justement de se dire, écoute, plutôt que de monter tous les deux sur Paris dans un superbe studio bien équipé, mais pourquoi ne pas tenter de faire quelque chose dans ton atelier à Clermont. Donc merci de nous accueillir. Alors on va parler d'un sujet important, on rentre dans l'hiver. C'est comment, alors il y aura un sujet qui va arriver dans le prochain épisode qui va être comment entretenir son vélo, mais là on a justement voulu faire quelque chose de comment s'équiper, quels sont les outils à avoir chez soi pour justement entretenir son vélo. Mais moi j'ai une question à te poser JP en introduction. Tu nous avais expliqué dans les premiers épisodes, que tu ne venais pas à la base du monde du vélo, que tu as tout appris seul. Alors justement, quels ont été les premiers outils dont tu as fait l'acquisition, toi, il y a plusieurs années, je te vois sourire. Oui, alors déjà, je suis ravi qu'on fasse ça dans l'atelier, c'est notre 3e saison qu'on entame. 3e saison, effectivement. Voilà, donc après 2 saisons, une à distance, une à Paris, enfin on est vraiment dans l'atelier, donc c'est sympa. Bon, c'est un atelier minimaliste, comme tu le sais, on est un peu à l'étroit. Il me suffit pour travailler et pour stocker au jour le jour, mais c'est super sympa qu'on puisse enregistrer le podcast directement au cœur de l'action, je dirais. C'est très chouette. Les outils, je suis un grand fan d'outils en fait. J'ai grandi avec des outils, j'ai toujours eu des outils et il y a beaucoup d'outils qui sont finalement assez transversaux et qui permettent de faire à la fois de la mécanique de voiture, de la mécanique de moto, pourquoi pas de l'ébénisterie. Tu sais bien qu'ici aussi c'est multi-activité, donc il y a des outils à bois qu'on a un peu déplacés pour pas qu'ils soient dans le champ. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a des outils de spécialité. On va y revenir dans l'atelier. C'est ceux-là que j'ai dû me procurer et qui me manquaient quand je me suis mis à fabriquer des vélos et entretenir des vélos. Parce que toi, tu venais de la moto, c'est-à-dire que tu avais déjà des outils pour entretenir ta moto ? Non, j'ai toujours eu des outils pour entretenir mes propres vélos, un peu de moto, un peu de voiture, enfin des outils de bricoleur, on va dire. Là où j'avais des outils un peu plus spécialisés, c'était des outils pour la fabrication d'instruments. Donc plutôt des outils à bois, de quoi faire un peu d'élec. Parce que c'est vrai, tu fais aussi, ouais, tu je fabrique aussi des instruments de musique, guitares, voilà, des guitares basses, tout à fait. Enfin, je le faisais il y a très longtemps et je m'y suis remis. Je suis en train de relancer une marque depuis 1 an et demi, voilà. Donc j'avais ça et puis des outils de bâtiment aussi, parce que j'ai toujours construit, j'ai eu des entreprises de bâtiment, donc j'avais un panel d'outillage assez vaste. Alors la masse de 5 kg pour entretenir les vélos, c'est moyen, mais on va dire que le basique de tournevis, de clés à laine, etc. Tout ça j'avais. Mais bien sûr, j'ai fait évoluer, parce que quand on a un geek des outils, voilà, on aime bien avoir les meilleures clés à laine, on aime bien avoir les scies japonaises qui vont bien. Enfin voilà, si tu veux, j'ai ce goût aussi pour les beaux outils. Voilà, la belle ferronnerie, voilà. Donc forcément, toujours, j'ai des petits craquages, je regarde ce qui se fait de nouveau, je regarde, voilà. Alors, la base de la base, et je pense qu'on va essayer de décliner ça comme ça dans notre épisode, c'est que il y a ce dont on peut pas se passer quand on est cycliste. Voilà, tu sais que moi j'encourage les gens à faire leur propre entretien, évidemment, la plupart du temps, à être autonome. Donc il y a des choses dont on ne peut pas se passer, il y a des choses dont on peut se passer, mais dont on peut pas se passer quand on est professionnel, voilà. Et puis il y a des choses qui vont nécessiter un choix dans la qualité de l'outil et dans sa durabilité aussi, pour finalement soit offrir une meilleure qualité de travail, ça va rejoindre aussi les performances du vélo, le choix des pièces, et puis pour avoir finalement un investissement, parce qu'une clé à laine que tu achètes au supermarché durera pas le même temps qu'une clé à laine avec un triple chromage, etc. Mais le revers de la médaille, c'est aussi qu'il y a de grandes chances qu'avec ta clé à laine qui coûte 50 centimes achetée au supermarché en kit, tu abîmes nombreuses de tes vis. Voilà. Donc l'usage que tu vas en faire
va aussi te dire, si un outil dont tu te sers une fois à l'année, c'est pas la peine d'acheter le plus haut de gamme, sauf à ce que tu aies les moyens et un goût pour les outils toi aussi, voilà. Voilà, on va parler de clés dynamométriques. C'est pas un indispensable de l'atelier du cycliste, c'est un indispensable de l'atelier du mécanicien. Voilà, donc on va essayer de faire step by step en disant tu peux pas te passer d'un jeu de clés Allen. Tu peux difficilement te passer d'un dérive-chaîne, d'une pompe, mais tu peux te passer d'avoir tous les formats de clés pour les boîtiers de pédalier, parce que tu vas pas en démonter tous les jours, quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que entretenir et réparer son vélo dans son appart, à la maison, dans son garage, ça peut être une tâche quand même qui est gratifiante, parce que tu entretiens le vélo sur lequel tu prends du plaisir toute l'année. Alors justement, tu parlais des outils indispensables, optionnels, mais indispensable pour un mécanicien. Donc, s'il y avait un ordre à donner aujourd'hui, voilà, les personnes qui nous écoutent se disent, bon, ben voilà, on rentre dans l'hiver, moi j'ai envie d'entretenir moi-même mon vélo. Je pense à beaucoup de cyclistes qui habitent en appartement dans les grandes villes et qui, le vélo passe par la douche parfois. Ouais, bien sûr. Et après, mais par contre, après, il faut l'entretenir. Donc, sur un balcon, dans un salon, après, tu peux mettre aujourd'hui ce genre de bâche. Il y a des choses qui existent pour justement l'entretenir, avoir de la place pour l'entretenir. Donc, dans quel ordre tu définirais les outils nécessaires pour, ne serait-ce que, alors pas forcément réparer, mais juste, déjà, commençons par entretenir son vélo. Ne serait-ce que régler, resserrer. Alors, la base de la base, ça va être un set de clés hexagonales. Je crois qu'aujourd'hui, sur un vélo, on aurait pu se dire peut-être c'est le tournevis, mais finalement, en tout cas sur un vélo moderne, il y a très peu, en dehors des réglages de dérailleur où tu as un peu de visserie Philips ou Posidrive. De plus en plus, on est sur du Torx ou de l'Hexa. D'accord ? Donc, un bon set de clés Allen, ça va être une priorité, avec quand même le basique des tournevis, un tournevis plat, un tournevis Philips et un tournevis Posidrive. Tu sais, le Philips a une étoile à 4 branches et le Posidrive une étoile à 8 branches. D'accord ? Voilà. Donc, là, vous avez déjà pris des choses. Vous avez déjà pris des choses. Mais les clés Allen, voilà, les clés hexagonales. PH et le PZ. PH1, PH2, PZ1, PZ2. Voilà, ça va jusqu'à 3 d'ailleurs. Voilà. Et les sets de clés Allen, alors des fois. Elles vont servir à quoi ces clés Allen ? Quasiment tout. Aujourd'hui, n'importe quel réglage, un réglage de serrage de selle, comme on voit sur le vélo là, les axes traversants, la patte de dérailleur, la fixation du collier de dérailleur, la potence, etc. Tout est en clé 6 pans. Clé 6 pans, clé hexagonale, clé Allen, c'est la même chose, d'accord ? Donc, typiquement, on va avoir des clés comme ça. Alors ici, je prends l'exemple d'une boîte Silca. Alors, tant qu'à faire, on part sur la qualité extrême dans la démonstration. Voilà, t'aimes les bons outils. Alors, là, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on a les clés, on va de 2,5, 3, 4, 6, 5, 6, 8, 10, et on a en fait un petit adaptateur ici qui va permettre sur la clé de 6 d'aller trouver des Torx et des PH et des PZ et des plats. D'accord ? Donc en fait, finalement, ça serait presque... Alors moi, mes clients, pour moi, ça c'est quand ils s'achètent un vélo, je leur dis, partez avec une boîte comme ça, c'est la boîte Silca HX1, avec ça on fait quasiment tout. C'est coûteux, ça vaut un peu plus de 150 €. Par contre, on a des outils qui sont de qualité extrême. Alors, il y a une marque d'outils. Exactement. Alors, ça, c'est une neuve que je viens d'ouvrir. Pour info, j'ai démarré l'activité To Eleven Cycle en 2015. À l'époque, j'étais pas le distributeur Silca. Je ne le suis plus, d'ailleurs. Je l'ai été pendant 5 ans. Mais j'ai acheté ma première boîte de clés HX1 à Richard Sachs, aux États-Unis. C'est une blague, elles étaient numérotées, donc la caisse est gravée avec le logo de Richard, et c'est la boîte numéro 11. Voilà, comme quoi le hasard. C'est un lien avec le nom de ta... Non, il s'est trouvé que c'était la 11e, voilà. Mais cette boîte-là est toujours utilisée quotidiennement ici. Voilà. Alors, c'est plus celle de l'atelier, c'est celle du véhicule d'intervention. Cette boîte est là. D'ailleurs, elle t'a dépanné à Gérone. Voilà, exact. Tu te rappelles la dernière fois. Et cette boîte, c'est la même depuis le début. J'ai pas remplacé une seule des clés. Parce que Silca fait un process de fabrication sur ces clés-là, avec un triple chromage et un traitement des aciers avant. C'est littéralement inusable. Et c'est surtout, quand tu interviens sur un vélo très haut de gamme, avec par exemple de la visserie en titane, etc., virtuellement, tu ne peux pas abîmer une vis. Voilà. Donc... c'est 150 €. J'ai un bon nombre de clients qui ont ça dans leur atelier en outillage de base. Ils commencent avec ça. Ils peuvent entretenir une bonne partie de
de leur vélo, réalisent beaucoup de serrages, vérifient des serrages. Il n'y a pas de dynamométrique dessus, on est sur des serrages simples. Mais par contre, ça leur durera toute la vie. Donc, c'est sûr que j'ai toujours une démarche à dire achète aujourd'hui quelque chose qui vaut 150 € et garde-le jusqu'à la fin de ta vie de cycliste, et même tes enfants pourront le réutiliser. Bon, après, on a tous perdu la clé de 5, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, comme c'est un bel objet et que ça retombe bien à sa place et que c'est pratique, même quand t'as les mains sales, etc., j'en ai pas perdu. Voilà. C'est vrai. J'en ai pas perdu perdu. La clé de 5. Mais c'est mieux de faire ça que d'acheter un petit jeu de clés qui se met dans un guide en plastique. Alors qu'il coûte peut-être que 20 ou 25 €, mais pour lequel tu as la probabilité de le racheter une dizaine de fois. Voilà. Donc, très clairement, c'est aussi la beauté des outils, la qualité des outils. Voilà. Mais c'est vrai que ce coffret, tu m'en as déjà effectivement parlé. Probablement, si les personnes écoutent la saison 1, on en avait déjà parlé. T'as pas encore acheté le tien Pas d'ailleurs. encore, mais écoute, on n'est pas très loin des fêtes de fin d'année, tu sais, ça peut être... voilà. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc bon, je montre cette marque-là, c'est celle que j'utilise à l'atelier. Évidemment, on a une marque française très connue qui s'appelle Facom, pour citer une marque. C'est de la très bonne qualité. Je dois avouer qu'en ayant fait le comparatif, c'est pas aussi bien ajusté que ça. Vraiment, donc... message spécifique pour les gens qui ont un petit goût pour mettre de la visserie titane ou alu superlight un peu partout. Avec ça, vous abîmerez jamais une vis. Facom, c'est juste en dessous. Maintenant, il y a beaucoup d'outillages. Tu sais, les fabricants chinois qui interviennent pour les grandes marques qui ont sorti leurs marques, les KS Tools, etc., ont fait de bonnes affaires sur Internet aussi, adaptées à votre usage. C'est-à-dire, si vous achetez un jeu de clé à douille dont vous vous servez une fois par mois, vous n'avez peut-être pas besoin du jeu de clé à douille Facom qui va coûter 2 à 2 fois et demi le prix du jeu de clé à douille KS, ou il y en a 2-3 autres. Voilà, j'ai cité plusieurs marques qu'on soit pas embêté, mais bon, il y a de quoi faire. Après, vraiment, je reviens sur la base, 2-3 bons tournevis et un jeu de clé à laine. Avec ça, vous avez fait... On est quasiment sûr de pouvoir entretenir, réparer. Tu peux le régler, tu peux resserrer, tu peux vérifier que ton cintre est bien positionné, qu'il est bien serré, que tes leviers de frein tiennent bien, que ta hauteur de selle est bonne. Tu peux déjà faire tout ça. C'est l'incontournable. Si t'as un vélo et que t'as pas ça, t'es quand même très dépendant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as une sortie un dimanche, il n'y a pas de boutique d'ouverte, c'est compliqué, quoi. Ouais, voilà, ne serait-ce que t'as un petit réglage, effectivement, une hauteur de selle, un guidon qui bouge, quelque chose qui est mal serré. Là, effectivement, avec une clé un coffret de clés hexagonales Allen, clé à douille et tournevis plat cruciforme. Là, déjà, tu peux faire les petits ajustements, ajuster ta selle, ton guidon, tes freins. Oui, donc c'est vraiment Alors, ce qu'on utilise le plus, hein, très clairement, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6... C'est les dimensions qu'on utilise le plus sur un vélo. Est-ce que les marques ont parlé entre elles quand elles lancent une fabrication de vélo? Est-ce qu'elles réfléchissent à une uniformité au niveau de l'outil, enfin, je ne sais pas si on peut dire de l'outillage, mais tout ce qui est visserie? La dimension, non, malheureusement. Chacun fait ce qu'il... Alors, les vis sont pas inventées pour les vélos, d'accord? Il y a un système de visserie à la fois métrique et impérial. Maintenant, sur les vélos, on est quasiment tout en métrique, hein, d'accord? Pour repositionner, métrique, on est sur du millimètre, d'accord? Et impérial, c'est les quarts de pouce, les huitièmes de pouce. Il y a des industries, tout à l'heure tu parlais de mes instruments de musique. Dans l'industrie de l'instrument de musique, il y a des pièces qui sont en impérial. Donc, si t'as pas les bonnes clés, même les clés à 6 pans existent en impérial, donc si t'as pas la bonne, tu vas abîmer ou tu vas abîmer. Voilà. Ouais. Si dans le vélo, on est en métrique tout le temps. Quand on fabrique une pièce, Shimano fabrique un dérailleur, il a besoin d'une vis pour tenir son dérailleur, il va puiser dans une banque de visserie. Voilà. Sans se dire, est-ce que je... Non, en fait, c'est souvent en fonction de la taille du filetage. La taille du filetage étant déterminée. Quand tu fais un process d'ingénierie, tu as une taille de pièce, tu sais que tu as besoin de la fixer, tu sais que tu as une force de rétention à apposer qui va guider la taille le diamètre de ton filetage, éventuellement le pas de ton filetage, la longueur de ton filetage, et ça va te donner la taille de la tête, puisque en fait tu vas dire j'ai tel encombrement, donc j'ai besoin d'avoir une tête plate, ou j'ai besoin d'avoir une tête fraisée, ou j'ai besoin d'avoir une tête cylindrique, et grosso modo la nature du matériau de ta vis et la force à apposer va faire en sorte que dans une tête cylindrique pour un M5, je vais pouvoir mettre une empreinte de 4 ou de 5, mais je ne pourrai pas mettre une empreinte de 6. Donc finalement, comme en plus un vélo, c'est un assemblage de pièces, c'est-à-dire que tu as un fabricant pour la fourche, un fabricant pour le cadre, un fabricant pour le dérailleur, etc., et un fabricant pour le collier de selle, c'est très rare
d'avoir par exemple une clé de 5 pour faire tout le vélo. Il y avait un concours de machines, je crois que c'était Mathieu de Pêche-Trégon qui avait fait un vélo, il voulait que ça soit une clé de 5 pour tout, voilà, c'est impossible dans l'industrie aujourd'hui d'avoir ça. Mais il avait fait ça. Maintenant, voilà, on peut avoir des fois des petites clés comme ça aussi, hein, tu vois, où tu as 4, 5, 6, tu retournes là, t'en as encore une autre, voilà, bon, c'est des choses qui existent. C'est pas très pratique à mettre dans le cuissard non plus, hein, ça. Donc il y a plein de multitools, on les connaît tous, mais grosso modo, tout ce qui est collier de sel, potence, alors, ça va être du 4 ou du 5. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que ces fameuses clés, c'est aussi ce que tu emmènes, tu mets dans ta obligatoire, petite trousse de réparation quand un tu petit pars rouler. multitool, t'en as un juste à côté de toi là, tu vois, qui est de marque Silka. C'est pareil, t'as un peu tout dedans. T'as aussi un peu de Torx parce que il va y avoir des vis en Torx. Voilà, aujourd'hui, tu peux avoir des vis de porte-bidon, tu peux avoir des vis sur les fourches, des choses comme ça qui vont être en Torx. Les empreintes là sur la visserie, les vis cheminées des plateaux, ça va être du Torx, du T25 ou du T30. Voilà les dimensions courantes. Il y a des fabricants de potence. Là, j'en ai pas ici, mais il y a des fabricants de potence. Il y en a un principalement qui s'appelle Thomson qui met que des vis avec des têtes de 3. C'est un non-sens, mais c'est comme ça. C'est-à-dire une empreinte de 3 pour passer beaucoup de couples quand tu veux serrer à 5 Nm ou quoi. En plus, les vis sont pas de très bonne qualité, donc, mais c'est un peu anecdotique. On est toujours sur 4-5, grosso modo, sur les serrages principaux. Et après, tu vas avoir besoin de 2 et 2,5 pour tes réglages de dérailleur. Toutes les vis de butée, etc. On parlera de dérailleur bientôt, je crois, dans un autre épisode. Voilà. Donc 2, 2,5, 3, 4, 5. Avec ça, tu fais quasiment tout. Et maintenant, avec les axes traversants, on a introduit le 6. Il y a des axes traversants qui sont en 5, mais c'était le début. Maintenant, quasiment tous les axes traversants sont en 6. Donc, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6. Intéressant. Donc, c'est aussi des clés qu'il faut trouver, ce système, effectivement. Silka qu'on peut emmener avec soi justement quand on roule. Il y a le kit de réparation, bien évidemment. Hein. Ça, c'est que tu sois chez toi, une crevaison lente, pourquoi pas quand tu rentres chez toi dans l'ascenseur en appartement, tu te rends compte que tu es dégonflé au moment de partir ou de rentrer. Tu peux réparer, tu n'es pas dépendant d'un mécanicien. Donc, il y a la pompe à vélo, bien évidemment. C'est aussi indispensable pour régler justement la pression, et on en parlera. On en a déjà parlé, mais on va en reparler dans un épisode. Mais si on rentre, donc ça, on va dire que c'est la base. Les clés, tournevis, pompe à vélo, kit de réparation. Ça, c'est la base de l'atelier, on va dire. Vraiment, parce que effectivement, on part rouler. Et des fois, en roulant, en fait, oui, parce que je veux dire, il me viendrait pas l'idée de sortir un multitool pour aller faire un serrage sur un vélo à l'atelier, parce que le multitool, c'est du dépannage. D'accord. Ouais. Donc, alors, un cycliste qui finalement s'en sert pas trop peut se dire, ok, moi j'ai 100 € de budget, je vais faire quelque chose qui, en priorité, est possible d'emmener sur le vélo pour que éventuellement j'en ai aussi besoin à l'atelier, mais je peux pas acheter de doublons. D'accord. Donc, éventuellement, un bon multitool peut faire le transversal, peut faire les deux, mais c'est sûr que quelqu'un qui va être un peu plus engagé là-dedans va avoir deux types d'outils différents, parce qu'un bras de levier que tu as sur une vraie clé Allen, c'est pas la même chose que tu as sur ton multitool. Voilà, donc la pompe, c'est pareil. Tu as besoin d'une pompe sur un vélo, tout à fait. Tu emmènes pas ta pompe à pied. Ouais, tout à fait. C'est compliqué. Et inversement, la petite pompe effectivement que tu emmènes sur le vélo, elle va pas. Si tu dois gonfler ton pneu en intégralité ou vérifier ta pression, compliqué. Les petites pompes de dépannage, il n'y a pas de manomètre la plupart du temps. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses. Là, j'avais une optique de plutôt te dire ce qu'il fallait dans l'atelier. On a parlé des tournevis, des clés Exa. On a parlé rapidement des clés à douille. En réalité, les clés à douille, c'est très peu utilisé dans le vélo. Ça l'a été et ça l'est moins. Il y en a eu sur des pédaliers anciens en axe carré. C'est souvent des écrous 6 pans, donc il faut une clé à douille. Il y en a eu un petit peu. Aujourd'hui, ça disparaît quasiment. On n'en a plus. Maintenant, si tu as une clé à cliquet ou une clé dynamométrique, j'en ai pris ici pour montrer, parce qu'on a parlé des clés dynamométriques, j'y reviens après. En voilà une grande. Ça, tu vois, ça, je me vois pas l'emmener avec moi sur le vélo. Non. Bien sûr, mais personne. Là-dessus, tu as à la fois des embouts Torx, 6 pans ou des douilles, sans aucun problème. D'accord ? Donc ça peut être utile pour certains outils de disque ou de cassette, je vais en revenir. En fait, on va utiliser ces grandes clés qui ont un bras de levier. Pourquoi il y en a deux de tailles différentes ? En fait, c'est des clés dynamométriques. Donc dynamométriques en rapport au couple de serrage. D'accord. Celle-ci va faire de 0 à 14 Nm de couple de serrage. Donc, grosso modo,
tous les serrages d'un vélo conventionnel, la selle, la potence, etc., on est plutôt aux On est sur alentours ça. de 5 Nm, d'accord. Et puis ça va être pour aller Le serrer plus des important. boîtiers de pédalier Ouais. ou des pédaliers. Donc ça L'axe va aller étant- l'axe étant jusqu'à... plus Voilà, grand, celle-ci t'as va plus de jusqu'à force. 100 Nm, mais elle démarre à 20 par exemple. Ok. D'accord. Voilà. Ça vaut cher. Ça vaut plus de 200 €. Tous les cyclistes n'ont pas ça, parce qu'en fait, on a besoin pour aller serrer un boîtier de pédalier. Non, Voilà, tu le fais dans ton pas tous salon. les jours, donc Ouais. tu peux aller chez ton détaillant pour serrer. Voilà, donc c'est pas très utile. Après, il y a des petites alternatives. Si on a des composants, en fait, le couple de serrage est important, notamment quand on a des composants en carbone. Sur le reste, C'est on quoi le peut risque s'en passer. C'est quoi le risque? C'est de forcer, de fissurer, Exactement, c'est d'écraser. d'endommager. Ouais. C'est d'écraser, donc de compromettre la liaison entre la fibre et la résine. Ouais. Donc Ok, ça veut dire que pour les guidons notamment, les Alors tiges de aujourd'hui, selle- on va faire encore plus simple. Une grande majorité des vélos sont équipés de fourches carbone. Oui. Si tu serres ta potence sur ton pivot en carbone et que tu serres trop, tu crées un Endommage. vrai danger. Ouais. Un vrai danger parce de que... quoi? De rupture, donc de alors casser en ton- fait, oui, par fatigue, parce que tu vas venir compromettre la forme qui a été moulée. Tu peux dépasser en serrant la limite de déformation élastique, c'est-à-dire la déformation élastique, c'est quand tu déformes un objet qui revient à sa position sans être détérioré dans sa caractéristique mécanique. Si tu déformes ça, en fait, tu Ouais, vas toutes les délaminer les fibres de carbone, fibres de verre et la résine. Et puis, petit à petit, en fait, tu vas créer un comportement à l'effort qui va différer. Et tu peux ensuite, d'un coup d'un seul, créer une rupture. Donc, ton pivot de fourche qui casse, c'est en général Compliqué. Ouais, Dangereux. c'est compliqué pour la personne qui est sur le Dangereux. vélo à ce moment-là. Donc, la petite alternative, il y en a plusieurs. Alors, j'ai pas tout sorti, hein, Arnaud, des outils, j'en ai de partout. Mais tu vois, ces petits... ça, c'est des Pedros. C'est des clés prétarées, par exemple. Donc, elles sont à 3 branches. Donc, elles sont faciles à utiliser. Et puis ici, tu vois, c'est des embouts exacts classiques. Donc, tu peux mettre un 4, tu peux mettre un 5, tu peux mettre une torx, tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est livré avec 4, 5 et torx en T25. Et elle est prétarée à 5 Nm. Donc, tu vis, et au bout d'un moment, clac. Elle claque. Tu sais, normalement, tu es à 5. Voilà. Ouais, intéressant. Donc tu peux pas faire 5,5, Tu peux pas aller- ouais, tu peux tu pas peux faire aller au-delà. 6, mais elles existent en 4, 5, 6, 3, voilà, sachant que si on a une et une seule à voir, la 5. Intéressant. Voilà. Très dynamométrique. Ça marche. Donc c'est pas une vraie clé dynamométrique parce qu'elle ne mesure pas, mais c'est une clé Oui, prétarée, ok. Ouais, ok, d'accord. qui Ok. déclenche à 5 Nm. Voilà. Donc tu peux pas la régler, tu peux pas l'étalonner, tu peux pas faire ça parce qu'il faut savoir que c'est des systèmes de ressort la plupart du temps qui sont à l'intérieur de ces clés-là et que ça peut s'user au fur et à mesure. Ok, bon, on fait pas des navettes spatiales non plus, donc la fiabilité et qu'on a là-dessus est largement suffisante pour les vélos et pour les niveaux de sécurité normalement. Même si tu l'as pendant 10 ans et que tu la retardes jamais, c'est pas trop un problème. Si tu les laisses pas trop tendus sur une capacité, ça fonctionne bien. Bon, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est tout ce qui concerne les réglages, comme on l'a dit, la visserie, les clés, les tournevis, clés dynamométriques, on vient d'en parler. Mais si on rentre vers vers la transmission qui est, on va dire, plus salissante, parce que tu vas toucher à la chaîne, donc tout ce qui est réglage. Donc là, quand on est en maison, en appartement, forcément, c'est des choses généralement qu'on emmène chez son mécanicien. Mais Ouais. toujours est-il que parfois, notamment quand on est à l'extérieur, là on va revenir un petit peu sur je pars m'entraîner, qu'est-ce que je dois avoir avec moi sur le multitool. Il y a le dérive chaîne. Est-ce que selon toi, le dérive chaîne, c'est quelque chose que l'on doit avoir en outil à part à la maison, ou est-ce que c'est l'affaire du mécanicien qui lui forcément a l'outil professionnel? Alors, bon, Une déjà... fois qu'on a réglé sa chaîne, voilà, est-ce qu'on... Pour moi, déjà, pour qu'on soit bien clair, dans la base qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on est cycliste, on a dit les clés Allen, un tournevis. Avec ça, déjà, on fait quasiment tout. Beaucoup de choses. Donc, on peut avoir une version dupliquée qui permet d'emmener à l'extérieur sous la forme d'un multitool. Et avec ça, on a déjà une certaine autonomie. Après, maintenant, on passe sur des ouvrages qui sont un peu plus... pour des gens qui vont être un peu plus concernés par vraiment l'entretien de leur vélo. Donc, effectivement... un dérive chaîne, il y en a sur les multitools. Moi, j'ai jamais eu à me servir d'un dérive chaîne à l'extérieur. Alors celui-là, il est un peu compliqué. Il y a une plaque à mettre parce que on essaye toujours voilà. Enfin, il faut tirer et t'as le dérive chaîne dans les mains, mais il faut l'assembler avec une autre Ok. partie pour qu'il fonctionne. Ok. Maintenant, beaucoup de gens ont des attaches rapides aussi. Donc des fois, Aussi, l'alternative, ouais. c'est peut-être juste d'avoir une attache rapide supplémentaire. Ça peut sauver la vie de temps en temps. L'enjeu est pas le même quand tu vas faire une sortie de 50 km ou quand tu vas faire une course de 500 ou une course de 1000 ou une RAF de 1500, je sais pas, voilà. Donc, bon, tu peux avoir emmené ça.
Un dérive chaîne d'atelier, est-ce que c'est utile ? Moi, je mets des chaînes à longueur tous les jours, donc j'en ai un. Pour quelqu'un qui a que son vélo, s'il a un dérive chaîne de secours sur son multitool, ça suffit. Voilà. Donc encore une fois, on adapte à l'usage, mais ça peut être nécessaire si on veut faire ne serait-ce que son remplacement de chaîne soi-même. On peut avoir aussi une pince à chaîne, tu sais, celle qui permet de défaire et de remettre le maillon rapide. Sachant que, alors je devrais pas le dire, mais tous les fabricants vous disent le maillon rapide c'est usage unique. Non. Enfin, vous pouvez le réutiliser. Vous voyez bien s'il verrouille, s'il verrouille pas. Donc il n'y a pas trop de soucis. Donc le serrer, le mettre en place, tu peux le faire en mettant ton vélo au sol, en appuyant sur la pédale. Le défaire, si t'as pas la pince, c'est quand même pas très pratique. Voilà, tu risques d'abîmer les maillons de chaîne en essayant avec des outils pas adaptés. Ça coûte pas très cher. Il y a des versions d'outillage spécialisées. On les connaît. Là, j'ai montré 2 marques très connues, Parktool. Il y a VAR, qui est une marque française aussi. C'est des outils de très bonne qualité. Maintenant, j'ai pas regardé, mais je pense qu'une pince à maillon rapide sur Internet, ça doit pas coûter très cher, made in China, et ça suffit si on s'en sert même une fois tous les mois, ça suffira largement. Donc c'est vrai, plus priorité effectivement à vous équiper pour aller à l'extérieur. Là-dessus, au domicile, peut-être qu'un mécano dans un atelier sera plus à même de le faire rapidement et de manière plus sécurisante. Mais tu vois, on touche à la chaîne et il y a aussi la cassette. Alors même si je ne suis pas un grand bricoleur, et vous le savez si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, mais ça m'est arrivé de changer la cassette par contre. Il y a un changement de cassette. Donc là, quels sont les outils nécessaires pour changer sa cassette, parce qu'on n'a pas forcément 2-3 paires de roues. On rentre dans de l'outil spécialisé, pour le coup. On n'a pas forcément 2-3 paires de roues, mais par contre, la cassette, en fonction de l'étape ou de la discipline, tu peux changer ta cassette, quoi. Ouais. À prioriser quand même de pouvoir démonter sa chaîne, parce que c'est toujours mieux, même pour la dégraisser et la lubrifier, de le faire en dehors du vélo. Tu te rappelles de ça. Maintenant, la cassette, il y a des clés à cassette, il y a une empreinte spécifique pour les cassettes. On va dire 99% des cassettes ont la même empreinte. D'accord ? Il y a quelques fabricants qui, à des moments de développement et pour offrir plus de pignons ou un plus petit pignon de départ, etc., ont changé et ont introduit des outils spécialisés. Je pense à E13, à un moment, qui avait une cassette où il fallait vraiment l'outil spécial qui était livré avec la cassette, il fallait pas le perdre, etc. Mais le 99,9%, on est sur une empreinte de cassette qui peut également servir à un format d'écrou de disque. D'accord, sachant que sur les disques, on a encore 2 standards d'écrou, un standard qu'on va appeler VTT et un standard qu'on va appeler route. Donc le standard route, il utilise une empreinte de cassette. Alors, à l'atelier, tout est serré au couple. Donc, j'ai une empreinte de cassette qui va ressembler finalement à une douille, ou en tout cas qui va avoir un format hexagonal et que je vais venir serrer avec une clé à douille. D'accord, pour serrer la cassette à 40, 45 ou 50 Nm. Pour le cycliste classique, mais qui veut pouvoir démonter sa cassette, ou serrer sa cassette, c'est pas utile d'être équipé avec quelque chose qui va revenir à 250 ou 300 €. Tu as des clés très simples. Chez nos amis de Decathlon, ça existe aussi, avec une poignée grip assez basique, ou même tu as juste cette empreinte que tu vas prendre avec une clé à molette et tu vas pouvoir serrer et desserrer. Attention, pour desserrer, il faut un outil complémentaire, ce qu'on appelle un fouet. Sans ça, tu vas avoir beaucoup de mal parce que tu peux pas tenir ta cassette en même temps que tu la dévises. Donc c'est bien un set de 2 outils. Et d'ailleurs, ça se vend souvent en set. Pareil, Internet, Decathlon, c'est les 2 sources d'approvisionnement les plus accessibles. Après, si vous allez acheter de l'outillage spécialisé vélo chez un revendeur, ça sera beaucoup moins accessible et souvent vous ne trouverez pas de stock. Donc là-dessus, il vous faut bien les deux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, à part, comme tu l'as dit, Decat, quand tu veux vraiment acheter ces 2 outils, tu vas chez un marchand de cycle. Non, on trouve généralement, pas. Il les vend pas, il est équipé pour lui, mais il les vend pas. Voilà. Moi-même, je le dis, j'ai pas de stock là-dessus. Par contre, je permets aux clients qui veulent le faire, je peux leur commander de l'outillage. Voilà. Mais ça sera toujours, via moi, ce sera toujours de l'outillage un peu plus de qualité. Je vais leur proposer du Parktool ou du VAR. Voilà. Silka aussi a fait des choses. Ils ont même fait des choses en titane. J'aurais pu sortir pour l'anecdote. J'ai un démont de cassette et un fouet en titane qui pèsent rien. Mais qui sont juste une folie absolue. C'est-à-dire que c'est 200 € la pièce. Quoi. Voilà. Strictement inutile, pour certains totalement indispensable. Bon, voilà. La cassette, l'avantage de pouvoir démonter sa cassette, au-delà de changer la cassette, c'est l'entretien. C'est l'entretien. C'est beaucoup plus prudent de dégraisser sa cassette quand elle n'est pas sur la roue.
Pourquoi ? Parce qu'on risque pas d'aller mettre du dégraissant dans son corps de roue libre. Qu'il faut penser à entretenir aussi, mais on en parle un peu plus tard. Ouais. Voilà. Donc, avec un démont de cassette, en général, si on a des écrous de route, on va pouvoir démonter ses disques et sa cassette. Voilà, il faut le fouet. C'est pas mal. C'est pas un indispensable, parce que c'est des opérations que tu fais pas tous les jours, donc tu peux aller chez ton vélociste. Effectivement, mais dès que tu changes de discipline ou que tu as une paire de roues pour justement différentes disciplines, oui. Et pour le coup, on l'a dit, je suis un piètre mécano et pour le coup, j'arrive à changer mes cassettes. Donc je pense que c'est accessible à tous. Oui, mais tout à fait. C'est pas très compliqué. Il faut juste être effectivement équipé de ces deux outils. Et après, tu peux changer. À chaque fois, j'essaie de donner des prix. Mais on a parlé de la boîte de clés Allen. Vous allez trouver des kits de clés Allen à partir de 20 € jusqu'à 200 €, parce qu'il y a encore plus fancy, à la mode, tout ça, que Silca. Là, c'est pour moi la référence en termes de qualité-prix. Mais vous avez un panel. Les tournevis, mettez pas une fortune dans un tournevis. On finit toujours par l'utiliser pour faire autre chose que ce pourquoi il est prévu et pour l'abîmer. Donc des tournevis, il y a plein de marques. Privilégiez d'avoir les 3 empreintes principales dans les 3 tailles, donc PH1, PH2, PZ1, PZ2, éventuellement PZ3, mais sur le vélo ça vous servira pas à grand chose, et puis 2 tournevis plats, 2 tailles de tournevis plats, avec ça vous ferez tout. Achetez pas un truc cher, vous allez dans une grande surface de bricolage, vous trouverez ce qu'il vous faut. Les clés Dynamo, on a cité 2-3 marques, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Peut-être quelques clés prétarées éventuellement. Surtout si vous avez du carbone, vous avez quand même besoin d'avoir quelque chose. Nécessaire. Voilà, en tout cas, je le conseille. Et puis après, si vous avez dégagé un peu plus de budget, oui, achetez un fouet et une empreinte, enfin une clé à cassette. Il y a tous les tarifs, je parlais de, si on veut le Silca en titane, ça sera 300 €, mais en fait, vous pouvez acheter un set des deux, je pense que chez Decathlon, j'ai pas vérifié, pardon, mais on quelques dizaines d'euros. Voilà. Ça. Donc, ça reste quand même pas délirant. Et puis, je veux dire qu'avec ça, si après, on va parler de gonflage et de set de réparation côté atelier, mais pour les outils en tant que tels, on a quasiment tout. Est-ce qu'avec les outils dont on vient de parler, on peut démonter ses pédales, par exemple ? C'est-à-dire quelqu'un qui a un vélo et qui fait de la route et du gravel et qui, en même temps que changer sa cassette, change ses pédales. Est-ce qu'on vient de parler, toutes les pédales modernes, maintenant, sont passées en clé 6 pans. D'accord. La clé de 15, qu'on appelait clé à pédale aussi, avec le méplat sur l'axe de la pédale côté extérieur de la manivelle, ça tend à disparaître. D'accord. Et même des fois des pédaliers qui sont... on retrouve sur des vieux vélos des pédaliers borgnes, où tu peux même pas mettre de pédales modernes, parce que voilà, j'ai trouvé... On a restauré l'autre jour avec mon fils aîné un vélo pour faire du vélo taf, on a trouvé un vieux Giant super sympa, il voulait mettre des pédales modernes, il voulait mettre une paire de DMR, impossible. Parce que le pédalier, les manivelles étaient borgnes, donc on a utilisé des pédales plus conventionnelles avec une clé de 15, une clé plate. Mais sur les vélos modernes, quasiment tout est passé en 6 pans. Les axes standards qui sont en acier, c'est souvent une clé 6 pans de 8. Et les axes haut de gamme, en titane, etc., pour garder de l'épaisseur de matière, on est en clé de 6, tu vois. Parce que sinon, on enlèverait trop de matière sur cet axe léger qui deviendrait fragile au serrage. Intéressant. Voilà. Donc on rajoute la clé de 8 pour les pédales, éventuellement, on en parlait tout à l'heure. Mais avec ça, oui, on fait quasiment tout. Et puis, je dirais, pour moi, chez un cycliste lambda qui n'est pas un fan de monter, démonter ses vélos, etc., tout ce qui est boîtier de pédalier, les grosses clés dynamométriques, etc., ça va pas être dans l'atelier. Ouais, il vaut mieux privilégier de la qualité sur le reste que là. Ouais, je suis en phase. Les presse-cuvettes, tout ça, vous n'avez pas besoin d'aller chez un revendeur, ou alors c'est que de toute façon, vous n'avez pas besoin de nous écouter si vous avez tout le reste. J'allais dire, voilà. Vous êtes totalement autonome. Mais après, c'est vrai qu'on parle d'entretien à domicile de petite mécanique, c'est-à-dire que toi, nettoyer, parce que le nettoyage en fait partie, mais est-ce que tu préconises plutôt un chiffon ? Est-ce que tu préconises une brosse ? Je pense à toutes les personnes qui ont peu de place chez eux et qui le vélo finit à la verticale dans la douche ou dans la baignoire pour le plus grand plaisir du conjoint ou de la conjointe. Mais derrière, c'est quoi ? C'est la brosse, c'est le chiffon, Il y a plein de produits de nettoyage à sec qui existent aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que si tu reviens d'une session de gravel en plein mois de novembre en Auvergne, par exemple, ça va être compliqué. Ou alors tu as beaucoup de chiffons. Ou voilà. Donc, un coup de jet d'eau dans une station-service, au cimetière du coin ou dans la douche, le cas extrême, avant de passer au chiffon, c'est quand même mieux.
Attention à la haute pression sur le. Ouais, pas de sur haute la cassette, pression, hein, on l'a déjà dit. Voilà. Je vous partage ça par expérience. Ouais. Voilà, mais même des fois, je vais le redire après, quand on parlera vraiment d'un épisode d'entretien, je redirai, il n'y a pas que la haute pression qui peut poser problème. Hein. Vraiment, aujourd'hui, tous les fluides dégraissants et d'entretien qui sont vendus sont tellement fluides, justement, qu'on a des intrants dans tous les sens et ça crée des nouveaux problèmes qui n'existaient pas avant, avec les gens qui ont une bonne intention de vouloir entretenir le vélo et qui, des fois, créent des dégâts. Mais non, voilà, on va dire que brosse, ou si on a une très belle peinture, etc., et qu'on commence à brosser alors qu'il y a beaucoup de débris, on risque de rayer. Donc d'abord vraiment un petit coup de jet d'eau ou une éponge en la rinçant régulièrement. Et puis après, il y a plein de produits effectivement de nettoyage à sec qui vont aussi, pourquoi pas, déposer une pellicule lustrante. Exactement. Qui vont protéger la prochaine fois, qui vont faire que la saleté adhère moins. Des marques de produits, il y en a plein. À l'atelier ici, c'est beaucoup du Bike 7, Bike 7, vous dites ça comme vous voulez. Y a Silka fait des choses, il y a des formules lingettes, il y a des formules en spray aérosol, il y a des formules en spray classique sans aérosol, il y a Muckov qui est une marque très connue. Donc tous ces gens-là vous vendent des produits d'entretien qui vont du dégraissant au lubrifiant, au nettoyage à sec, au nettoyage mouillé. Il y a même maintenant des petits nettoyants à moyenne pression, on va dire, sur batterie. Enfin, il y a toujours une solution. Tout dépend voilà. Le temps, la place. Voilà. Comment vous voulez, quelle relation, je dirais, vous voulez avoir avec votre vélo, quoi. Est-ce que vous voulez vraiment être totalement autonome? Est-ce que vous voulez être juste pour un petit entretien? Mais il faut s'adapter. Si on n'a qu'un salon, on peut pas nettoyer son vélo dans son salon, c'est pas raisonnable, quoi. Déjà, si on reparle de montage tubeless, je pense qu'on aurait pu commencer à écrire un livre des soirées latex, hein, on pourrait l'appeler comme ça. Les gens qui font un montage dans leur salon, qui ont une pompe pas de bonne qualité et qui mettent 6 bars alors qu'ils pensaient en avoir 3, et ça se passe en général pas très bien, c'est-à-dire que ça explose, il y en a de partout, les rideaux sont fichus, le canapé est fichu et il y a des divorces des fois. Donc non, c'est compliqué. Voilà, il faut être raisonnable aussi. Il faut être raisonnable, ça dépend de son niveau de maîtrise aussi, mais avec ce qu'on a dit, on n'a pas parlé de... là à côté de nous on a un stand qui est un stand vraiment d'atelier. Celui-là il est fixe, on peut le glisser, mais il a une base lourde. Il y a plein de stands sous toutes les formes. Lidl en vend 1 fois ou 2 fois par an à un prix dérisoire, mais si vous l'utilisez 1 fois tous les 2 mois, très bien. Voilà, il vaut mieux avoir ça que rien du tout, parce que ça rend quand même des services. Ouais, poser contre un mur, ça fonctionne quand on n'a rien d'autre. On peut faire la base, mais bon, si on veut régler un dérailleur, si le vélo n'est pas suspendu, ça devient compliqué. Voilà, c'est jamais impossible, mais bon, le vélo à l'envers, on abîme sa jolie selle, on abîme son ruban de cintre. Donc un stand, ça peut être vraiment sympa. Il y en a sous toutes les formes, ça dépend encore une fois. Maintenant, ils sont effectivement, tu l'as dit, il y a des systèmes qui sont pliables, on peut le ranger. Enfin, c'est une housse, ça ressemble à un gros pied d'appareil photo. Finalement, ils sont assez bien fichus. Il y a plein de marques. Hein. On a parlé de Pedros tout à l'heure. Il y en a dans tous les sens. Topic, les marques non professionnelles que vous allez trouver chez Lidl, etc. Adaptées à votre usage. Et là on regarde, c'est vrai qu'on est entouré de vélos, et je pense aux roues, notamment aux rayons et à la clé pour dévoiler les roues. Alors déjà, faut être formé, je pense, pour bien comprendre le mécanisme, mais là c'est pareil. Est-ce qu'une juste une clé à roue suffirait, ou est-ce qu'il faut effectivement l'outil pour poser la roue et la faire tourner et la dévoiler? Tout dépend ce qu'on fait. Alors déjà, le voile aujourd'hui sur les roues, c'est moins un problème qu'avant, dès lors qu'on est en disque. Ouais, d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut rouler ad vitam aeternam avec une roue qui est voilée ou qui a un seau. Le seau finalement est souvent plus ennuyeux parce qu'on le sent en roulant. Le voile, on le sent moins. Donc on peut avoir une clé à rayon, c'est pareil souvent dans les multitools, il y a une empreinte de clé à rayon, encore faut-il savoir s'en servir. Non, mais parce qu'il y a différentes empreintes, il y a différentes largeurs d'écrou, hein, mais il y a des écrous en laiton, des écrous en aluminium. Quand on a un écrou interne, c'est pas la peine d'avoir une clé à rayon. Hein. Sur des roues très haut de gamme, on a des écrous internes et on accède au serrage que par l'intérieur du cercle. Voilà. Donc on peut avoir ça peut faire partie de l'outillage, ça coûte pas très cher. Mais ma foi, ça peut éventuellement, quand on part sur un grand voyage et qu'on a un souci, on a pris une grosse ornière, etc., on a vraiment un voile qui est... Ouais, c'est vraiment une catégorie de cyclisme bien particulière. Ou, là où ça peut sauver aussi, c'est on casse un rayon avec une branche, ça permet de retendre les rayons adjacents
pour avoir une roue qui est pas trop déformée et qui va permettre de tenir jusqu'à la prochaine étape où on va trouver un magasin. Donc c'est pas complètement inutile, bien vérifier qu'elle est adaptée à la taille de ses écrous de roue, ses écrous de rayon. Maintenant, si on veut faire un travail de rayonnage de roue ou même un vrai centrage de roue et un vrai quelque chose de professionnel, sans pied. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. sans pied d'atelier. Enfin, on peut faire quelque chose d'approximatif, parce qu'on peut utiliser son vélo. On peut mettre la roue dans sa fourche, mettre son vélo à l'envers et se dire, voilà, je vais mettre 2 morceaux de papier, mais ça sera pas un travail optimal. Voilà. Donc après, des stands de montage de roues, dévoilage de roues, appelez ça comme vous voulez, il y en a à tous les budgets. Ça commence à 200, ça va jusqu'à 2000 € quasiment, avec des micromètres dans tous les sens. Ça, tu vois, c'est vraiment le dévoilage de roues. Alors effectivement, tu l'as dit, maintenant on le voit moins sur les disques, mais moi je me rappelle quand j'ai commencé le vélo, j'allais tout mon temps libre, en fait, j'étais dans un atelier, j'allais voir une personne qui m'accompagnait, qui me conseillait sur les compétitions, parce que j'ai débuté assez tard dans le vélo, et je l'ai vu des heures et des heures. Michel Tissier, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est situé à Guignon, alors je ne sais pas si beaucoup le connaissent, mais en tout cas, il avait une boutique de vélo, et j'ai passé des heures dans son atelier à le voir justement tourner. Ouais, il y a un côté méditatif au tournage de roue. Moi, je le fais à l'oreille, tu connais mon appétence pour le son. J'ai passé des heures et des heures à l'observer dévoiler des roues comme ça. Mais on doit dire qu'aujourd'hui, tu serais effrayé si je faisais une stat des vélos qui passaient à l'atelier, et quasiment tout le monde roule avec des roues voilées. Ouais, bon, ben voilà. Pourquoi je vais l'expliquer. Aujourd'hui, en fait, sur tout ce qui est des roues d'entrée de gamme, voire jusqu'à moyenne gamme, on est sur des rayonnages machines. En tout cas, toutes les premières générations de roues qui ont été faites sur des rayonnages machines, il n'y a pas de... Maintenant, elles le font. Hein. C'est-à-dire que les machines, même industrielles, qui sont un peu plus évoluées, vont... je vais pas trouver le bon terme, là ça me vient pas, mais vont créer une espèce de décompression, parce qu'en fait quand tu rayonnes, tu vas tendre tes rayons au fur et à mesure, ok, t'essayes d'avoir un rayonnage le plus homogène possible, mais les machines sont pas très bonnes à ça, parce qu'elles ont un cycle de tension des rayons, et en général, normalement, il faudrait sortir la roue de son stand, et puis appliquer des pressions latérales des deux côtés, pour éviter en fait que tous les frottements entre rayons créent des nœuds où les tensions sont retenues. Et ça arrive sur beaucoup de roues. Alors, il y a une marque, que je pourrais la citer, je la citerai pas, si je veux pas faire de mauvaise publicité, mais il y a une marque de roues qui vendait des roues sur Internet, en direct, pas cher du tout, où tout le monde en voulait. Mais moi, si je voulais être satisfait du travail que je livrais à mes clients, il fallait que je repasse 1 heure sur chaque roue. Parce qu'en fait, j'avais pas d'homogénéité. C'est-à-dire que... la forme de la jante, etc., était faite pour qu'on ait des tensions homogènes sur chaque parapluie. Le parapluie, c'est la nappe de rayon d'un côté et la nappe de rayon de l'autre côté. Mais en fait, il y avait plein de tensions accumulées qui faisaient que la roue, c'est un système mécanique, elle a toujours envie d'équilibre. Donc tu passes dans une ornière, les roues à rayons se déforment, hein, d'accord ? Et puis en fait, tu relâches une tension qui était prise quelque part et la roue se tord, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est essayer d'avoir une tension homogène sur les rayons. C'est ça son équilibre mécanique, cette chose qui n'a pas de vie, mais elle va chercher son système, son équilibre de système. Et bah souvent, en fait, tu fais ta première sortie et pouf, ta roue elle est voilée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, Alors c'est pas majeur, hein, c'est pas un voile énormissime, mais si je repasse n'importe quelle roue en dehors des roues haut de gamme, il y a plus de patins qui avant les patins faisaient le système dont tu parlais. Tu le voyais. Là tu t'en rends moins compte, mais là tu t'en rends moins compte. Beaucoup de roues. Alors un voile, on a tous une définition du voile, hein, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont être avec les micromètres. Est-ce que c'est utile ? Je suis pas certain. Il y a des gens qui vont se dire 1 mm c'est pas un voile, et d'autres qui vont se dire 3 mm c'est voilé, mais ouais quand même. Bon, on a tous une appréciation différente, mais voilà, dès lors qu'on n'est pas dans une roue un peu haut de gamme, on trouve souvent des roues qui vont être voilées après 2-3 sorties, parce que elles cherchent leur équilibre. Voilà, donc c'est la qualité du rayonnage, c'est vraiment une bonne homogénéité, d'avoir en fait une tension de rayon de chaque côté qui va être, si t'as 24 rayons, les 12 rayons de droite, il faut essayer qu'ils soient tous à peu près à la même tension, et les rayons de gauche qu'ils soient à peu près tous à la même tension. C'est le secret de la durée de vie de la roue dans son équilibre sortie d'atelier. Voilà. Intéressant. On arrive, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des outils que l'on a oubliés, ou est-ce qu'on peut résumer Oui, on reparle juste de la pompe et du gonflage. Tu parlais du nécessaire de sécurité quand on roule. Donc quand on roule, effectivement une mini pompe, mais moi je trouve que c'est une mini pompe et une cartouche des CO2, il faut les deux. Bon, selon qu'on est en tubeless, selon qu'on est en chambre à air, la cartouche elle peut quand même servir, parce que on va donner du volume d'air. Si on a une crevaison vraiment à plat,
pomper à la mini-pompe dans un pneu de 38 ou de 40, ça peut être des fois un peu ennuyeux. Voilà, donc les deux, une bonne tête de percussion, une pompe correcte, une rustine. Les autocollantes, elles fonctionnent très bien maintenant. Oui, maintenant. Moi, perso, je vends pas et je conseille pas des rustines à vulcanisation, voilà, sauf éventuellement à l'atelier pour réparer des vieux jeux de chambre à air et puis les avoir bien en bonne condition. Mais les rustines autocollantes fonctionnent très bien maintenant. Donc ça, c'est le nécessaire pour moi pour partir. À l'atelier, privilégier une pompe de qualité. Alors oui, je sais, je suis vraiment exigeant sur les histoires de pression, etc. Il y a trop de pompes dont les manomètres sont complètement imprécis. Aujourd'hui, qu'on sait on n'a plus le droit d'ignorer que la pression, c'est le meilleur, le moyen le moins cher et le plus accessible d'améliorer sa performance et son confort de vélo. Si vous avez une pompe à 30 € avec des cordes, des pièces en plastique, des joints un peu dans tous les sens, et que vous gonflez, vous enlevez, vous remettez, ça vous indique à chaque fois une pression différente, vous ne pourrez jamais optimiser votre pression. Donc, c'est pareil. Voilà, il y a des pompes aujourd'hui qui sont plus dans des budgets de 200 jusqu'à les pompes les plus chères du marché sont 500 €. Je ne dis pas qu'il faut tous acheter des pompes à 500 €, mais en dessous de 200 €, c'est difficile de trouver une pompe avec un manomètre fiable. Et pourtant, je conseille d'aller vers ça avec des pièces d'usure disponibles. Moi, je répare des vieilles pompes qui ont 50 ans avec des pièces. C'est encore si le cas, mais effectivement, c'est quasiment le leader de la pompe. On remet les pompes en état, elles indiquent toujours la même pression, les manos sont fiables. Et il y a des gens qui me disent ouais mais c'est cher. Et je dis mais t'en as acheté combien des pompes en plastique depuis que tu fais du vélo? Et en fait il y a des cadavres dans le garage, ils en sont à 5, 6, 7, ils ont largement dépassé le prix de la pompe de qualité. Ouais, donc c'est comme les clés Allen. Clés Allen et pompes, là c'est là où vous mettez votre budget de Noël, c'est intéressant. Et sur les pompes, que penses-tu de ce qu'on voit arriver désormais sur le marché, des pompes directement à pression en fait, hein, tu vas brancher à la prise. Oui, ça, ou même à batterie, t'en as plein. Exactement. Elles sont, pour celles que j'ai eu l'occasion de tester, c'est relativement fiable en termes de manomètre. Voilà, alors c'est pas aussi précis qu'un mano haut de gamme. Sur les manos haut de gamme, là on la verra pas sur le cadre, mais voilà, sur cette pompe qui coûte un peu plus de 500 €, on a un mano qui est précis à 1% près. Donc t'as la même pompe dans tous les camions du Pro Tour. D'accord ? C'est la même. Ils la montrent pas parce qu'ils sont pas sponsorisés, mais ils ont la même. Et sur les petits gonflages, alors je crois qu'il y a Bosch qui en fait, il y a Ryobi, la pression est plutôt pas mal, la lecture de pression. Si tu as un pneu entier à gonfler, c'est pas un compresseur, hein, c'est une petite pompe. Hein. Donc oui, ça peut prendre un peu de temps, mais si tu as le temps, c'est très bruyant, mais ça fonctionne. Moi, je préfère une pompe classique. Encore une fois, tout dépend de l'usage, mais une bonne pompe. Une bonne pompe, c'est bien. Le compresseur, si vous faites du montage tubeless, un compresseur, on l'a déjà dit une fois sur un épisode sur les pneus, achetez un compresseur basique, parce que vous n'allez pas vous en servir tous les jours, vous en trouvez, ils vont être super bruyants, moches, mais vous allez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage ou les supermarchés, les ventes une fois à l'année. Ça suffira pour faire vos montages tubeless, sinon vous allez à la station-service. Il y a une petite chose qu'on a oubliée, Arnaud. L'entretien basique, c'est aussi les câbles, quand on a des dérailleurs, même si de plus en plus de dérailleurs sont électriques. Donc une bonne pince pour couper les câbles, ça coûte pas cher du tout. Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui entretient chez lui son vélo, sans avoir un gros niveau, est capable de changer les câbles ? Oui, bien sûr. Câble et gaine, bien sûr. Câble et gaine, et ça fait partie de l'entretien. On en parlera sur l'épisode d'entretien. Ouais, mais ça c'est un essentiel. Ça pourrait être une pince coupante classique que vous avez dans la caisse à outils de papa. C'est mieux quand c'est une pince dédiée parce que ça coupera aussi bien les gaines que les câbles. Voilà. La pince classique serrante coupante de la caisse à out, la caisse à out, comme il dit, elle fera difficilement les gaines, elle va écraser la gaine parce qu'elle sera pas assez coupante. Et donc, si on écrase la gaine, le coulissement du câble dans la gaine est moins bon. Moi, tu sais, j'ai même un outil. Une fois que je coupe la gaine, pourtant avec la pince dédiée, je viens réaliser l'intérieur. Ça fait un petit chanfrein sur le bord de la gaine. Bon, j'aime bien faire ça comme ça. Je sais que j'ai un coulissement parfait, mais au moins une petite pince coupante spéciale vélo, ça fera les deux et ça marche très bien. On l'avait oublié, pardon. Ça me fait partie des indispensables aussi. Savoir changer son câble de dérailleur, c'est bien. Bon, parfait. On a fait le tour aujourd'hui donc des indispensables, hein, comme tu l'as dit, hein, avec quelques options, ou alors ce qu'on peut trouver dans l'atelier, le vrai, mais en tout cas pour chez soi. On vous a fait une cartographie
de ce qu'il fallait avoir un pied pour poser votre vélo et pour pouvoir justement l'entretenir, les clés hexagonales, les clés Allen, tournevis, une clé dynamométrique pour les gens qui sont équipés de carbone notamment, indispensable, la pompe à vélo, le kit de réparation, et puis après on a tout ce qui est option pour du dérive chaîne éventuellement, non pas dans un multitool mais le vrai dérive chaîne à part, la clé à rayon, la coupe de câble, on l'a vu. Mais ouais, on peut essayer de résumer. Si vous achetez tout cheap en discount, vous aurez un kit de base avec tout ce qu'on vient de dire aux alentours des 200. Alors il y a aussi l'occasion, je vais pas parler de l'occasion, mais en tout cas en neuf discount, vous allez être à 200-250 € quand même. C'est quand même des sous. Si vous achetez de la qualité, vous serez facilement au double, voire au triple. Mais c'est quelque chose que vous garderez toute votre vie de cycliste. Ouais, tout à fait. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup, JP, et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous dans un prochain épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste, et je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien. Merci, JP. Au revoir à tous. Merci, Arnaud.